Elle est célèbre, cette réunion de Visille dont je vous parlais la dernière fois. Le château de Visille, dans le Dauphiné. C'est donc le 21 juillet 1788, à la suite de ce qu'avait fait Brienne lorsqu'il avait renvoyé les parlements. Et je vous disais également que c'était les Perrier qui étaient là-dessous. Qu'est-ce que c'est que les Perrier? C'est un nom qui va beaucoup compter dans l'histoire française. On va trouver un Perrier à la Banque de France après le coup d'État de Brumaire. On va trouver un Perrier qui est banquier et en même temps Premier ministre sous Louis-Philippe. On va trouver un Casimir Perrier, toujours la même famille, qui va être plus tard président de la République, a fait une famille, comme vous voyez, considérable. C'est très grand notable. Ben, c'est les Perrier qui ont eu l'idée de cette réunion de Visille en juillet 88. Il faut dire qu'ils ont des conseillers, des assesseurs, enfin des auxiliaires de bonne volonté. Il y en a deux en particulier. Il y a le nommé Barnave, dont je vous ai déjà parlé, et qui est vraiment quelqu'un d'important. Et puis il y a Mounier. Mounier, qui est un avocat de la région aussi, qui est un garçon intelligent. Alors, quelle est l'idée de Visille? Ben, ça s'était beaucoup agité. J'avais même employé un mot vulgaire la dernière fois pour vous dire que ça avait bardé à travers la France lorsque Brienne avait fait son coup du 8 mai. Et dans la région du Dauphiné, c'est-à-dire à Grenoble, ça avait bardé très particulièrement, puisque le 7 juin, une espèce d'insurrection s'était produite. On avait appelé ça la journée des tuiles. Les gens étaient montés sur leurs maisons, avaient détuilé leurs maisons pour bombarder les soldats qui étaient là pour rétablir l'ordre. Ça avait donné beaucoup à réfléchir, ça, à la bourgeoisie. C'est-à-dire que le quatrième État, si je puis dire, c'est la multitude, se mettait à remuer et c'était très inquiétant. Il y avait même divers signes, je vous ai apporté là deux petits témoignages, divers signes qui donnaient à penser aux gens de bien. Il y avait un dicton qui courait, une espèce d'apologue très bref que voici. Les gens se répétaient ces phrases. Le roi dit, je mange tout. Le noble dit, je pille tout. Le soldat dit, j'interdis tout. Le prêtre dit, j'absous tout. Et l'homme en blouse dit, je paie tout. Très mauvais, des choses comme ça. Et puis Sébastien Mercier, l'auteur du Tableau de Paris, dans l'année 1788, donc ça nous intéresse particulièrement, écrit ce qui suit. De nos jours, le petit peuple est sorti de sa subordination à tel point que je puis prédire qu'avant un an, on en verra les effets. Diable, vous commencez à voir que ça tournait mal, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait donc ce groupe de pression, c'est-à-dire la bourgeoisie, qui voulait forcer le barrage que la noblesse mettait devant les grands emplois, qui voulait accéder au levier de commande de l'État. Mais tout ça conditionne naturellement que la fameuse cariatide, le peuple qui travaille, comme dit Voltaire, et qui nourrit les autres, que le peuple ne bouge pas. Il ne faut pas que le quatrième État puisse déranger ces messieurs dans leur opération. Quelle est l'opération? Ce sont des gens qui veulent se substituer à la noblesse, ou s'il n'y a pas moyen de se substituer, partager avec la noblesse, s'asseoir avec elle au festin national. Alors, les Mounier, les Barnave, les Perrier, quand ils ont vu que dans la région de Grenoble ça commençait à aller mal, ils se sont dit il faut agir vite. On a donc fait une espèce de réunion de notables, préfiguration, comme je vous dis, des États généraux. On a fait venir des aristocrates, on a fait venir un certain nombre d'ecclésiastiques, ça comptait pas, et on a fait venir surtout de la bourgeoisie précédente. Et là, on leur a fait une proposition d'alliance. On a dit à l'aristocratie, écoutez, vous n'allez pas pouvoir y couper, hein, c'est forcé, c'est fatal, un jour ou l'autre, vous serez obligé de payer des impôts, les curés aussi. Alors, on va s'arranger. Vous voyez bien que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le peuple, enfin, c'est le soubassement, c'est la cariatide, c'est la multitude, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Par conséquent, alliance possible. Pourquoi pas? Bon, vous allez payer des impôts, ça ne sera pas agréable, mais nous qui sommes la nouvelle classe, la puissance mobilière, on va s'arranger avec vous, on va partager si vous voulez, parce que vous garderez vos prérogatives, vos titres, enfin pas vos privilèges, mais vos titres. Et puis on a des filles, nous. Alors par conséquent, vous pourrez épouser nos filles. Donc tout le monde s'y retrouvera, nous, on sera très fiers d'avoir des gendres qui s'appelleront des marquis ou des ducs, puis vous aurez nos écus avec nos filles. Alors ça commence à intéresser un certain nombre de gens de l'aristocratie, et quand les États généraux vont se réunir, ce sont des idées qui travaillent dans les têtes. Les États généraux, c'est une idée qui avait été lancée dès 1787. En 1787, c'était Calonne qui avait essayé son coup des notables. Je vous ai dit, il avait proposé une subvention territoriale, c'est-à-dire un impôt foncier par question, et un des notables avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas les États généraux? Les États généraux, ça ne s'était pas fait en France depuis 1614. 1614. Certain temps, comme vous voyez. Alors c'était un alibi qu'on était en train de se chercher. On se disait, le Parlement va peut-être se dévaloriser, se dévaluer, enfin dans l'opinion publique, les gens vont s'apercevoir que c'est une duperie d'applaudir ce Parlement qui ne veut absolument pas de réforme, tandis que si on réunit les États généraux avec les trois ordres, c'est-à-dire représentants des nobles, représentants du clergé, représentants de la roture, ils seront 2 contre 3. Par conséquent, ce refus de payer, qui jusqu'alors était réservé à l'aristocratie, ça sera tous les 3 qui seront dans le coup, bien entendu, comme nous serons 2 contre 1, le vote sera enlevé et on sera sûr de ne pas avoir à abandonner nos privilèges. L'histoire était très bien présentée, néanmoins Necker, qui vient d'être appelé au pouvoir, comme vous savez, ou qui va être appelé au pouvoir, nous sommes en août 1888, Necker n'est pas très chaud. Il se demande ce que ça va donner, surtout qu'il y a une assez grande agitation dans l'opinion publique,
où le tiers-État demande le doublement. Le doublement. Parce qu'ils disent, mais on est nous les plus nombreux, par conséquent, il ne faut pas qu'on ait un seul député, il faut que nous soyons 2 contre 1. Oui, mais tout ça ne change rien si le vote aux États généraux se fait par ordre. Parce que si le vote se fait par ordre, il y aura toujours voix du clergé plus voix de la noblesse contre voix de la roture. Alors ça n'a aucune importance qu'ils soient plus nombreux, puisque si le vote continue à être par ordre et non pas par tête, la majorité est acquise aux privilégiés. Ça tracassait Necker. Il était arrivé au pouvoir le 25 août, oui, je crois le 26, le 25 août 1788, plus gonflé que jamais. Vous imaginez les rengorgements de ce dindon, enfin quand le voilà qui recommence, lui suisse, lui banquier suisse, à être à la tête des finances françaises. Il avait été du reste acclamé dans la foule, enfin les gens se persuadaient que c'était un magicien, et il réfléchit, retourne cette question des États généraux, et il va lui-même conseiller au roi, en effet, d'accepter ce doublement du tiers. Doublement qui n'engage absolument à rien tant que le vote par tête ne sera pas accepté. Nous arrivons maintenant aux grandes années, aux grands moments révolutionnaires. Et la première idée qu'il faut que je vous soumette, c'est celle-ci, qu'une révolution n'arrive jamais à l'improviste. Regardez, en Russie, par exemple, la révolution de 1917 a été longuement précédée par les mouvements que vous connaissez, en particulier ceux de 1905. Eh bien, chez nous, les Français, au moment où la révolution tumultueuse va éclater en 89, rendez-vous compte que ça remet déjà pas mal de temps. Je voudrais vous montrer d'abord des agitations de 87-88 et les agitations de 89 au début de l'année. Agitation de 87-88, c'était presque toujours à propos du Parlement. Dans la nuit du 25 septembre 88, parce que le Parlement avait été repoussé par le roi, enfin écarté par le roi, il y avait déjà eu des troubles, il y avait eu 2 tués. Puis il y avait eu, après le 8 mai, ce que je vous ai raconté, avec des agitations en province, dans plusieurs villes. Il y avait eu à Pau, il y avait eu à Besançon, il y avait eu à Grenoble la journée des Tuiles, il y avait eu à Toulouse, il y avait eu à Rennes, enfin de l'agitation. Autre agitation moins révolutionnaire, plutôt acclamation hostile à la cour, lorsque Necker arrive le 25 août 88, mais ce qui ajoute à l'agitation générale, c'est la situation économique. Et ça, c'est ce que Michelet ne voulait jamais voir. C'est ce que Buchez et Roux avaient vu dès leurs 40 volumes de 1837. La situation du peuple devenait vraiment intolérable. Au début, à la fin de l'année 1888 et au début de 89. Pourquoi ? Il y avait diverses choses. Il y avait une montée des prix dont je vous ai parlé, sur lesquels je vais vous apporter maintenant des précisions, et que voici. Entre 1730 et 1789, la hausse des prix en France avait été de 60%. Vous me suivez bien, 60%. Et la hausse des salaires, dans la même période, avait été de 20%. Par conséquent, les gens étaient de plus en plus malheureux. Le prix du pain, c'est un vrai problème, parce que le petit peuple se nourrissait de pain, les travailleurs se nourrissaient de pain. Combien ça coûtait ? Normalement, avant 1750, le pain à peu près partout en France était à 2 sous, ça veut dire 2 sous la livre, et comme les gens mangeaient, en principe, 4 livres de pain par jour, ce que nous appellerions aujourd'hui 2 kilos, ils payaient donc ça 8 sous. Et bien, graduellement, le pain montait de plus en plus. Il est arrivé à 10 sous, puis 11 sous, puis 13 sous, et au début de l'année 1789, le pain à Paris était à 14 sous. Combien gagne un ouvrier non qualifié ? Des ouvriers qualifiés gagnaient jusqu'à 2,50 francs par jour. Mais la plupart des ouvriers, mettons 80% des ouvriers parisiens, gagnaient 20 sous par jour. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la situation d'un type qui, pour se nourrir, pour manger ses 4 livres de pain par jour, et pour nourrir sa femme et ses gosses, est obligé de dépenser 14 sous, alors qu'il en gagne 20. Qu'est-ce qui lui reste pour s'habiller et pour se loger ? Et d'autre part, est-ce qu'ils peuvent travailler tous les jours, les ouvriers? Mais naturellement pas. D'une part, il y a les dimanches, et puis il y avait à ce moment-là 29 fêtes chômées dans l'année. Par conséquent, l'ouvrier parisien était un garçon qui n'arrivait pas à vivre, étant donné qu'il travaillait moins de 300 jours par an, qui gagnait environ 20 sous par jour, et que le pain lui coûtait déjà 14 sous. Ajoutez diverses choses. La France avait signé avec l'Angleterre en 1786 un traité de commerce qui était très libéral et qui permettait aux produits anglais d'entrer en France. Alors à partir de 1787, un certain chômage s'établit, surtout dans les tissages, et puis du côté de Lyon à cause des soyeux, parce que les manufactures anglaises arrivent à vendre beaucoup moins cher que les manufactures françaises. Vous avez, dès 1776, une crise de mévente des vins. Région productrice de vin, c'était Bordeaux, c'était la Bourgogne, c'était le Languedoc. Le Bordelais est moins touché, mais du côté du Languedoc et de la Bourgogne, il y a une crise à partir de 77, je vous dis, une crise de surproduction, effondrement des cours. Vous avez d'autre part la catastrophe atmosphérique, c'est bien le mot, du 13 juillet 88. Aujourd'hui, on pense toujours 14 juillet 89, mais je vous assure que les Français se sont beaucoup rappelés pendant des tas d'années ce qui était arrivé, et qui, paraît-il, en effet, était tout à fait extraordinaire, le 13 juillet 88. Un ouragan, un orage invraisemblable.
Les orages d'habitude, c'est localisé. Or là, c'était un orage, suivez-moi bien, qui s'était abattu sur la France de Dunkerque à Bourges et du Havre à Metz. Et là, il y avait des tas de régions productrices. Eh bien, tout avait été ravagé dans cette journée du 13 juillet 88 où il y avait eu la foudre, il y avait eu la grêle, où il y avait des torrents de pluie. Il y avait une catastrophe qui faisait encore une hausse des prix. Vous avez d'autre part, depuis 1775, le mur des fermiers généraux. C'est une chose que j'aurais dû connaître depuis longtemps. C'est extraordinaire. Vous savez ce qu'on fait de découverte quand on se met à étudier la Révolution de près. Le mur, aujourd'hui c'est le mur de Berlin. Mais il y avait un certain mur des fermiers généraux qui avait été construit autour de Paris pour des octrois. Qu'est-ce que c'est que les fermiers généraux? C'était des banquiers, la plupart du temps, qui se proposaient au roi pour faire rentrer une partie des contributions. Alors l'arrangement était assez sympathique. Le roi leur disait, vous allez me fournir tant de millions, et puis débrouillez-vous, personnellement. Bon, le roi ne s'intéressait pas à la manière dont il se procurait ces millions. Supposez que les fermiers généraux se soient engagés à verser 30 millions au roi, eh bien ils en faisaient cracher enfin 60-70 millions à la population, et le reste était entièrement bénéfice. Et c'était les fermiers généraux qui s'étaient attribués les droits d'octroi de Paris. Et pour que les droits, c'est-à-dire que toute marchandise qui entrait de la campagne à Paris paye une certaine taxe, pour que ces droits d'octroi soient respectés, et pour qu'il n'y ait pas de contrebande, un mur de 3,52 m avait été établi avec 40 ouvertures. Et aux 40 ouvertures, il y avait les gabelous, comme on disait, ou les douaniers, qui étaient là, qui faisaient payer les gens. Qu'est-ce que ça rapportait? Ça extorquait à la population parisienne, pour pouvoir manger, environ 30 millions par an. C'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Sur ces 30 millions par an, je ne sais pas ce que l'État touchait, mais les fermiers généraux, c'était leur mur, touchaient, eux, ces 30 millions. Ils en versaient peut-être une quinzaine au roi. Ça leur permettait, vous comprendrez, d'avoir de très beaux hôtels particuliers, en particulier Place Vendôme. Alors vous avez le traité de commerce de 86, vous avez les vins, la maison des vins, vous avez le 13 juillet 88 avec la catastrophe atmosphérique, le mur des fermiers généraux, et puis alors la campagne, à travers toute la fin du siècle, depuis 1760 environ, était de plus en plus malheureuse parce que une grande partie de la noblesse de province, qui n'avaient pas les moyens de vivre à Paris, qui n'étaient pas des courtisans parisiens, vivaient quelquefois assez difficilement, et avaient donc imaginé d'accroître leurs droits féodaux par des recours à ce qu'on appelait des feudistes, F-E, feudistes. Les feudistes, c'était des gens qui s'étaient spécialisés, en fait des types de la basoche, dans la recherche de ce que l'on nommait les terriers. Un terrier, c'était le document de base, le parchemin, sur lequel était établi le droit que le seigneur s'arrogeait sur un lot, sur un champard, etc. Alors, la noblesse française du XVIIIe siècle avait engagé un certain nombre de feudistes qui inventaient de nouveaux droits féodaux, qui retrouvaient ou faisaient semblant de retrouver d'anciens terriers, enfin d'anciens parchemins, ce qui avait pour résultat d'accroître encore les charges de la paysannerie. Ajoutez qu'au milieu du siècle, la noblesse s'était fait accorder un tiers, tout à coup, un tiers des biens communaux. Biens communaux, ça appartenait aux communautés rurales. La noblesse s'était fait accorder un tiers. Et troisièmement, elle s'était fait accorder le droit de clôture, c'est-à-dire que les paysans pauvres qui pouvaient faire pâturer leurs quelques bêtes sur le sol du patron, enfin du sol du seigneur, ne pouvaient plus maintenant que c'était clôturé. Ce que l'on appelait le droit de vaine pâture était un droit aboli. Là, vous vous rendez compte qu'au début de l'année 89, ce ne sont plus simplement des émeutes d'opinion, comme celle de 87-88 pour le soutien au Parlement, ce sont des émeutes de famine. Et des émeutes de famine que voici, au début de l'année 89, Bretagne, Nantes, le Nord et la Provence. Ça va évidemment de plus en plus mal, au point qu'un phénomène inédit se produit, inédit en France, pas inédit en Angleterre. Peut-être vous rappelez-vous l'autre jour quand je vous racontais qu'il y avait eu des journées très dramatiques à Londres, où la cité était en feu, on avait attaqué la Banque d'Angleterre. C'était entre le 2 et le 6 juin 1780. Et je vous avais dit, à ce moment-là, la bourgeoisie s'est armée et les miséreux n'ont plus qu'à rentrer sous terre. Eh bien, au début de l'année 1789, se produit en France ce phénomène jusqu'alors inédit, c'est que la bourgeoisie s'arme. Les gens ont le droit à ce moment-là d'acheter des armes comme ils voulaient. Alors, les propriétaires ruraux, les propriétaires de manufactures organisent déjà des milices parce qu'ils voient que le petit peuple affamé se met à bouger. Vous avez d'autre part à Paris, les 26, 27 et 28 avril 1789, une grosse émeute. C'est ce qu'on appelle l'émeute Réveillon. Je vais vous en dire un mot. Réveillon, c'était un marchand de papier peint qui avait une grosse manufacture dans le faubourg Saint-Antoine. Que je vous dise tout de suite, dans le Paris de cette époque, il y avait les deux grands faubourgs ouvriers, c'était le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau, qu'on appelait aussi le faubourg Saint-Marcel. Faubourg Saint-Antoine, c'était surtout le meuble, puis il y avait cette œuvrerie de papier peint, et faubourg Saint-Marcel, qui était de l'autre côté de la Seine, c'était les tanneries. Le 24
4 avril, le bruit se répand que Réveillon, le patron, a prononcé une certaine phrase. Cette phrase, ce serait ceci: après tout, mes ouvriers peuvent bien vivre avec 15 sous par jour. 15 sous. Alors que le pain est à 13 sous, 13 sous,5. Alors ça se répand comme une traînée de poudre. On a dit: c'est un épouvantable bonhomme, enfin, il veut nous affamer. C'était pas ça qu'il avait dit. Réveillon était un homme assez honnête, je crois. Et même, je sais, enfin, il y a une enquête qui a été faite là-dessus par Jacques Godchaux. M. Godchaux a publié il y a 2 ans, ou l'année dernière peut-être, un livre sur la prise de la Bastille, qui est admirable d'information. Ben, ce détail que je vais vous donner, je l'ai trouvé dans Godchaux. Réveillon était un homme qui, ayant été frappé d'une partie de chômage à cause d'une rivalité britannique, avait payé, personne ne le faisait, avait payé ses ouvriers en chômage. Un peu moins, mais enfin, il les avait payés. Et il avait dit: il faudrait arriver à une réduction des prix de la vie, enfin, des denrées, à une réduction telle que l'ouvrier puisse vivre avec 15 sous par jour. Ça ne voulait pas dire du tout, dans l'état où sont les prix, l'ouvrier peut vivre avec 15 sous par jour. Mais dans l'état où sont les nerfs aussi, à ce moment-là, ben, le bruit se répand, que Réveillon est un épouvantable bonhomme qui veut nous affamer, il veut nous donner 15 sous, et une émeute se produit. Une émeute tellement violente, parce que des ouvriers arrivent aussi pour soutenir ceux du Faubourg Saint-Antoine, ils arrivent du Faubourg Saint-Marceau. La troupe est obligée de donner. Au début, le gouvernement ne veut pas y aller trop fort, mais ça devient de plus en plus dramatique, si bien qu'on tire, il y a une fusillade, et qu'il y a au moins 100. Godchaux n'est pas arrivé à établir le chiffre. On fait une centaine de tués. 100 tués dans Paris, dans une émeute, c'est quelque chose. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que les États généraux, dont les élections sont en train de s'opérer, elles ont commencé en janvier 1689 et vont se terminer au mois de mai. Ces élections aux États généraux s'opèrent dans un climat de crise économique violent. C'est très important à savoir. Et comment est-ce que c'est organisé? Qui est-ce qui va voter? Bien, Necker, qui a beaucoup réfléchi à ça et dont vous connaissez l'état d'esprit, Necker s'est dit: on ne peut absolument pas laisser voter les non-possédants. Un non-possédant, un monsieur qui n'y a rien, il n'est pas intéressé au maintien de l'ordre établi, puisque c'est l'ordre établi par les possédants. Alors il sera décidé que personne ne pourra voter aux États généraux s'il n'est pas inscrit au registre des contributions. Il faut qu'il soit taxé pour payer. Ça va exclure dans les 3 à 4 millions de Français. C'est déjà pas mal. Mais deuxièmement, il y aura un autre truc, un autre subterfuge, si vous voulez. C'est qu'il y aura 2 degrés d'élection. En principe, les gens devraient payer une somme d'impôt équivalente à, vous m'entendez, équivalente à 3 journées de travail. Cependant, les municipalités ont le droit de fixer comme elles l'entendent. Par exemple, à Paris, on va décider que ce n'est pas 3 journées de travail qui sont nécessaires, mais 6 journées de travail. C'est-à-dire une imposition égale à ce que représenteraient 6 journées de travail. Ce qui va permettre d'exclure les 2 tiers, vous m'entendez, les 2 tiers de la population masculine de Paris. Et puis, deuxième triage. Premier triage, alors ceux qui n'ont pas assez d'argent ne votent pas. Deuxième triage, il y aura élection à 2 degrés. Il y aura d'abord une première élection qui désignera ceux qui vont désigner les députés. Vous me suivez? Qui désignera ceux qui vont désigner les députés. Ceux-là, ça prend les véritables électeurs. Et ces électeurs, ils devront, eux, payer une somme d'imposition égale à 10 journées de travail. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, premièrement, que les malheureux, ceux qui n'ont pas le sou, ne votent pas. Que ceux qui ont un petit peu d'argent vont essayer de se faire entendre. Ils vont rédiger très souvent sous la conduite des curés, et les curés de campagne, je vous l'ai dit, sont pour la masse. Dans l'ensemble, ils sont pour la masse, sont pour le soutien des paysans, vont rédiger les premiers cahiers, qu'on appelait les cahiers de paroisse. Et que dans ces cahiers, il y aura très souvent des revendications sociales. Mais ce sont les vrais électeurs, c'est-à-dire les gens bien, qui ont déjà une fortune plus sérieuse, qui vont rédiger les cahiers définitifs, les cahiers que l'on va présenter au roi, ces espèces de doléances, comme ils sont dit. Alors, quels sont ces électeurs? Eh bien, c'est d'une part les bourgeois riches, et d'autre part, c'est la clientèle de cette bourgeois riche, de cette bourgeoisie riche. Qu'est-ce que je veux dire par la clientèle? Ce sont des gens que j'appellerais les déliés, si vous voulez, les déliés de la langue et de la plume. Ce sont des gens qui savent écrire et qui savent parler, c'est-à-dire en particulier des avocats. Et les avocats connaissent leurs devoirs, ils savent qui va les payer, ils savent qu'ils sont au service de la bourgeoisie. Par conséquent, ils vont rédiger des cahiers qui seront profondément différents des premiers cahiers, des cahiers de paroisse. Mais la chose très importante à souligner, c'est que pas un, vous m'entendez, pas un artisan ne sera élu aux États généraux. Tous les députés qu'on appellera les députés du tiers seront en réalité des gens bien, des gens dont la fortune est sérieusement assise. Et là, c'est Jaurès qui a apporté ça. Il y a un détail qu'il faut que je vous fournisse. Il a été fourni, parce qu'il a été apporté précisément par quelqu'un qui est du côté hostile, un royaliste qui s'appelait Montjoie, M-O-N-T-J-O-Y, Montjoie. Montjoie a fait en 97 une histoire de la Révolution. Elle n'était pas finie en 97, mais je vous ai dit qu'à partir de 94, ça comptait plus. Ben, dans l'histoire de Montjoie, qui est un réactionnaire, qui est un homme qui est défavorable à l'Ancien Régime, il y a un petit détail intéressant. Je crois que j'ai pris une note là-dessus. Oui.
Montjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction du cahier définitif de son district parisien. C'est le district de Sainte-Marguerite. Il y avait là quelques artisans, pas tout à fait pauvres, par exemple Duplay, dont je vous parlerai. Duplay, c'était le menuisier chez lequel Robespierre avait habité. Duplay, il ne faut pas vous le figurer comme un ouvrier, c'était un maître artisan, c'était un homme qui avait une petite menuiserie avec 5 ou 6 ouvriers. Ces gens-là payaient assez d'impositions pour avoir le droit de parler. Mais enfin, c'était un artisan. Alors Montjoie raconte qu'il a assisté à la rédaction de ces cahiers définitifs du district Sainte-Marguerite et que quelques artisans ont essayé de présenter des suggestions. Et ces suggestions, écoutez bien, je cite, les bourgeois écoutaient avec impatience, d'un air de supériorité, et parlaient même à voix haute de l'importunité de ces gens-là. Ces gens-là, c'est les ouvriers, c'est les artisans. Il y a eu quelques fausses notes, il faut dire tout de même, au moment de ces réunions des États généraux. Je vais vous en donner 2 de ces fausses notes, 3 si vous voulez. Il y en a une d'un nommé Dufourny. Ce Dufourny publie une brochure intitulée « Cahier du 4e ordre ». C'était déjà révolutionnaire de parler de 4e ordre. Pourquoi, écrivait Dufourny, pourquoi une classe immense, celle des salariés, est-elle rejetée du sein de la nation? Un nommé Lahaye, dont je ne sais rien, comme une haie, vous savez, Lahaye. Brochure qui s'appelle « Ce que personne n'a dit ». En faveur de, je cite, de la classe abandonnée. Quel est le district de Paris, écrit cela, et quel est le district de Paris qui a fait la moindre motion pour elle? Ben vous voyez que quand on essayait d'en faire une, on disait, ces gens-là n'ont pas voix au chapitre. Et enfin, un chevalier de Moret, dont je ne sais rien, mais j'ai trouvé ce renseignement dans M. Mornay, Origines intellectuelles de la Révolution française, un chevalier de Moret, dans une brochure de 1789, écrit ce qui suit, et que je vais vous dire lentement, parce que c'est extrêmement important pour toute mon histoire de la Révolution. On a tort de considérer le tiers comme une seule classe. Il se compose en réalité de 2 classes, dont les intérêts sont si différents qu'on peut même les déclarer opposés. Ben, retenez bien cette phrase pour la suite des choses. Alors voilà que les États généraux sont réunis. Ça se passe le 4 mai 1789, ça se passe à Versailles naturellement, et voici les chiffres. Vous avez clergé, 291. Noblesse, 270. Tiers, 578, parce que Necker a obtenu le doublement du tiers. Je reprends mes 2 premiers chiffres. 291 plus 270, ça fait 561. 561 représentants des 2 ordres privilégiés. Contre 578 représentants du tiers. Par conséquent, si le tiers obtient le vote par tête, le vote individuel, il est sûr d'avoir sa majorité, puisqu'ils sont 578 contre les 561 des 2 autres ordres réunis. Et d'autre part, il y a un certain nombre de députés du tiers qui comptent déjà sur des voix de la noblesse. Ces aristocrates à qui les Perrier, les Barnave et les Mounier ont proposé l'astuce que je vous ai dite, à savoir accepter de payer des impôts et puis on fera alliance, vous pourrez épouser nos filles. Eh bien, on pense, le tiers pense qu'il y aura un certain nombre de voix nobles qui pourront s'adjoindre aux leurs. Et puis dans le clergé, c'est très intéressant de voir la composition du clergé. Ça a même fait une assez grande rumeur, parce que les évêques pensaient qu'ils allaient naturellement être désignés. Mais ils n'étaient pas du tout. Un très grand nombre de curés s'étaient opposés à ce que ce soit l'évêque qui soit le représentant de telle ou telle paroisse. Si bien que c'était une majorité de 208 curés de campagne, 208 sur 291. Alors là aussi, quoique avec un peu d'inquiétude. Les roturiers se disaient, les gens du tiers d'État se disaient, on va avoir des voix du côté des curés. Je dis avec un peu d'inquiétude, parce que vous connaissez la disposition de ces gens du tiers, vous connaissez la disposition des curés. Les gens du tiers étaient plutôt dans la ligne Voltaire, les curés étaient plutôt dans la ligne Rousseau. Les curés défendaient, parce qu'ils appartenaient socialement à cette classe-là, ils défendaient le 4e État, ils défendaient les paysans opprimés. Quant aux tiers, en réalité, ils défendaient la bourgeoisie. Enfin, toujours est-il qu'ils sont tous là, les 578 plus 561, le 4 mai. C'est le 5 mai que commence l'opération proprement dite, réunion générale, avec 2 discours. Discours du roi, discours de Necker. Le discours du roi est extrêmement décevant parce qu'il fait surtout appel à la modération. Il dit, je vous ai réunis pour que nous étudions le problème ensemble. Et pour lui, c'est un problème uniquement financier. Il faut trouver de l'argent, on est au bord de la banqueroute. Mais il n'est pas question de constitution. Il ne parle pas du tout de réformer la constitution française. Aucune modification envisagée par le roi à son régime d'absolutisme. D'autre part, pas un mot non plus sur le vote par tête. Et les gens du tiers sont là tout tendus. Est-ce qu'on va voter individuellement ou par ordre? Rien. Necker parle après le roi. Il est intarissable. Tellement intarissable qu'il se fatigue à parler, qu'au milieu du discours, il refile ses feuillets à un secrétaire parce qu'il n'en peut plus, il a déjà parlé 1h30. Et le discours de Necker, il est exactement semblable à ce bilan truqué et fallacieux qu'il avait présenté en 1781, lorsqu'il avait été chassé du pouvoir.
En somme, il dit, oh, mais non, ce déficit, c'est pas grand-chose, ça va être une question de quelques millions, enfin, on peut s'arranger. Necker va dissimuler pendant longtemps, jusqu'en avril 1790, il arrivera à dissimuler le chiffre des pensions que le roi distribue. Parce que c'est sous sa responsabilité que ça s'est fait. C'est quand Necker était chef des finances françaises que 15 millions ont été donnés d'un seul coup au frère du roi, le comte de Provence, et que 14 millions avaient été donnés à Artois, autre frère du roi, celui qui deviendra Charles X, alors que Provence va devenir plus tard Louis XVIII. C'est sous Necker que la famille Polignac, parce que la reine était extrêmement bien avec Madame de Polignac, c'est sous Necker que la famille Polignac va se faire attribuer 700 000 francs de pension. 700 000 francs de pension, pour avoir le chiffre aujourd'hui, il faut multiplier par 4. Enfin, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et si on parlait en dollars, ben, ça serait 700 000 dollars d'aujourd'hui. Tout ça, responsabilité de Necker. Si bien que ce cahier rouge, comme on disait, le cahier des pensions, Necker va le garder sous clé pour que personne ne le sache jusqu'en 90. Ça fait très mauvais effet son discours. Comment? Mais le déficit n'est pas si grave que ça, mais il doit nous en compter. Enfin, c'est pas vrai. Et c'est là où Mirabeau, pour la première fois, va se faire entendre. Mirabeau va dire, mais le déficit, c'est notre trésor national. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'était assez une jolie formule. Mirabeau était un homme qui trouvait des formules. Il y a un déficit. Et un déficit terrible, beaucoup plus gros que M. Necker ne veut nous le dire. Le roi a besoin d'argent. Eh bien, nous sommes décidés à en trouver. Oh, c'est pas nous qui allons payer, mais on va lui en trouver de l'argent au roi. Seulement, on ne le lui donnera que s'il passe par nos conditions. Et nos conditions, vous savez ce qu'elles sont, c'est-à-dire autorisation à la roture d'entrer dans les pouvoirs et finalement levier de commande à la bourgeoisie. Mirabeau, notez bien, Mirabeau, c'est pas un homme du tiers-état. C'est un homme de la noblesse. Seulement, il a essayé de se faire déliguer par la noblesse, et comme il avait une réputation impossible, les nobles n'en ont pas voulu, si bien que les gens du tiers-état l'avaient recueilli. De même que l'abbé Sieyès, dont je vais vous parler dans un instant, l'abbé Sieyès aurait dû être, puisqu'il était prêtre, délégué du clergé, pas du tout. Le clergé n'en avait pas voulu, pour des raisons trop faciles à comprendre, et c'était le tiers qui l'avait recueilli. Alors Mirabeau fait cette phrase formidable, pas question, nous donnerons bien de l'argent à Sa Majesté, mais à la condition que Sa Majesté passe par nos fourches caudies. Et nous allons arriver au drame, très important, du 17 juin. Ce 17 juin, tout à coup, voyant que rien ne se faisait, que la noblesse refusait de s'associer au tiers pour la vérification des pouvoirs, que le clergé faisait de même, qu'il y avait bien un certain nombre de curés qui avaient rejoint, mais pas assez, le tiers-état va faire son coup de force. Et c'est ce 17 juin que le tiers-état va se proclamer, vous entendez, va se proclamer Assemblée nationale. Nous ne sommes que le tiers-état, mais nous sommes toute la nation. Et Sieyès avait lancé sa fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Que demande-t-il à être quelque chose ?» Et c'est là, pour terminer cet exposé, c'est là que je veux souligner l'imposture, la fourberie de Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'est-ce qu'il demande à être quelque chose? Et quand Sieyès dit tiers-état, qu'est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend les 24 millions et demi de mangeurs sur les 25 millions de Français? Pas du tout. Il entend la toute petite élite ou écume, si vous voulez, comme vous voulez. L'écume du tiers-état qui est représentée par la bourgeoisie possédante. Il fait semblant d'annoncer que c'est la nation qui parle et que c'est l'Assemblée nationale, alors que c'est en réalité la bourgeoisie qui décide de prendre le pouvoir et qui ne veut pas être importunée par l'acariatide dont le rôle doit rester le même, c'est-à-dire des esclaves, nourriciers et muets.